Les marines américains sont fiers d'être connus pour leurs ailes, premiers au combat, est l'une de leurs devises. Leur fonction est d'établir des têtes de pont ou de s'emparer d'un port afin de préparer l'arrivée des autres forces de l'armée américaine. En 1965, les forces américaines les plus proches du Vietnam étaient des unités de marine déjà embarquées sur les bateaux de la 7e flotte. Vu leur qualification et leur proximité, elles furent donc les premières à se déployer au Vietnam du Sud. Voici leur histoire. Les Marines arrivent. En 1964, les États-Unis avaient plus de 16 000 conseillers au Vietnam, ainsi que des unités militaires fournissant un appui aérien et logistique à l'armée sud-vietnamienne. Mais la situation s'était détériorée à tel point que la sécurité de ses ressortissants n'était plus garantie. Suite à une série d'attaques meurtrières sur les forces américaines, le président Johnson donna l'ordre à l'armée d'entrer au Vietnam du Sud. Le 8 mars 1965, les Leatherneck de la 9e brigade expéditionnaire de Marines débarquèrent près de Da Nang. À Da Nang, il faisait chaud, les insectes attaquaient. Des situations à se dire j'ai pas du tout envie, si je dois mourir, que ce soit maintenant, mais pas après 10 ou 11 mois de ce régime. La brigade ne devait rester que temporairement, le temps que la situation dans le pays soit stabilisée et qu'il puisse assurer lui-même sa sécurité. En fait, les Marines allaient se battre et mourir pendant presque 7 ans pour une cause perdue, sauver le gouvernement du Vietnam du Sud. Les Marines étaient autosuffisants. Ils venaient non seulement avec infanterie, artillerie et forces blindées, mais aussi avec des unités aériennes. Pour pouvoir opérer sur la durée, les Marines durent construire beaucoup d'installations, telles que camps de base, dépôts, pistes d'atterrissage, qui apparurent presque du jour au lendemain grâce à l'efficacité de leurs ingénieurs et des Seabees. Petit à petit, le réseau des bases se développa, y compris dans des zones auparavant sous contrôle ennemi. Les guérillas avaient proliféré dans le nord du Vietnam du Sud à cause d'infiltrations dans la zone démilitarisée du DMZ. Le premier objectif des marines était de défendre le terrain d'aviation de Da Nang, pris sous le feu ennemi, juste au sud de la piste d'envol. Puis on leur demanda de protéger toute la zone nord du Vietnam du Sud et de stopper les mouvements ennemis dans la DMZ. De telles opérations de combat loin des côtes sont d'ordinaire plutôt réservées à l'armée de terre. On leur a demandé de s'éloigner des côtes, de leur environnement habituel. Ils ont dû rester dans les terres pendant une période prolongée. Cela les a contraints à se réorganiser, à se rééquiper pour pouvoir être efficaces dans leur nouvelle mission. To perform these missions effectively that they're being asked to do. Le corps des marines releva le défi en adaptant ses tactiques aux situations qu'ils rencontraient. Les unités s'attelèrent à la tâche de contrôler les vastes zones qu'on leur avait désignées. Les efforts pour stopper l'infiltration de ravitaillement dans la DMZ se systématisèrent. Une série de bases de tir fut construite dans la région inhospitalière où se trouvait la frontière imaginaire entre nord et sud. Mon bataillon a été véhiculé jusqu'à un endroit appelé A3, qui était censé faire partir du mur de McNamara. On devait protéger l'armée de terre, venue pour construire ces bunkers.
Nous remplissions les sacs de terre pendant qu'ils travaillaient au bulldozer. Quelle boue! Je croyais que l'Oregon était plein de boue, mais non, le Vietnam est plein de boue. Depuis ces bases, appelées par dérision la ligne de McNamara, les patrouilles partaient à la recherche de l'ennemi. Parfois c'était une jungle très dense, parfois une jungle dévastée, parfois de l'herbe à éléphant, mais c'était toujours montagneux. La ligne de McNamara devait bloquer les routes du sud à travers la DMZ. Les positions étaient à portée de l'artillerie nord-vietnamienne par-dessus la DMZ. Les Marines, qui privilégient toujours l'attaque sur la défense, étaient souvent pilonnés sans pitié. C'était toujours des attaques de petites escouades, de petites unités, des combats de 2 ou 3 minutes. Je n'ai participé à aucune des grandes batailles de la guerre, mais souvent, celles auxquelles j'ai participé tuaient beaucoup en très peu de temps, selon qu'on recevait ou qu'on donnait des coups. Je faisais une veille radio dans le bunker des communications avec le commandant et le commandant second. The CO and the XO, that's where they stayed in there. On s'est pris une attaque de roquettes. Un bout de Schnarpel est entré, a frappé le commandant second derrière la tête et s'est fiché dans le mur. On l'a sorti, il était encore en vie, mais il avait un trou béant derrière la tête. Un hélicoptère l'a amené. Et ça n'a fait que 8 ou 9 mois que je sais qu'il n'y a pas survécu. En 10 jours, on s'est pris plus de 660 attaques dans cet endroit appelé A3. C'était horrible. J'avais très peur parce qu'il n'y avait nulle part où se cacher. Tandis qu'ils se faisaient pilonner, les Marines devaient continuer à patrouiller d'une position à l'autre. C'était généralement efficace pour stopper les mouvements ennemis, mais très dangereux et source d'angoisse. Je m'étais fait mal au dos, coincé un nerf probablement. Je n'ai donc pas pu aller en patrouille. Le caporal a dû y aller à ma place. Et en revenant ce matin-là, à peu près 20 mètres du bunker, ils ont été pris sous une attaque de roquettes. Il y a eu une qui a atterri tout près de lui et qui lui a déchiré tout le haut du corps. Ça aurait dû être à moi. Ça aurait dû être ma place. J'aurais dû y passer. Tandis que les Marines qui surveillaient la DMZ dans les bunkers devaient supporter les conditions et la tension nerveuse du combat, d'autres, les Leathernecks, affrontaient l'ennemi le long de la très peuplée côte nord du Vietnam du Sud. Recherche et destruction. Fin août 1965, les Marines entreprirent une série de missions dans la région côtière au nord. Ce fut d'abord l'opération Lumière d'étoiles contre le 1er régiment Viet Cong près de Chu Lai. Cette opération réussit à piéger les forces ennemies grâce à des attaques à la fois amphibies et héliportées. À l'aube, les Marines se préparèrent pour la partie amphibie de l'opération. Couverts par les tirs des bateaux, les Marines se dirigèrent vers la plage dans des marines de débarquement et dans d'énormes tracteurs blindés amphibies de 40 tonnes, les Amtrak. Une fois sur le sable, les tracteurs déversèrent leur cargaison de Marines. Sans rencontrer beaucoup d'opposition, l'infanterie avança, suivie par les véhicules blindés Honto et par les camions. Pendant ce temps, d'autres marines se dépêchaient de monter dans les hélicoptères H-34 Sikorsky sur une aire de décollage improvisée à Chu Lai. Chargés de troupes d'assaut, les hélicoptères prenaient la direction des terres. Sur mer, d'autres marines encore, à bord du porte-avions USS Iwo Jima, embarquaient dans d'autres H-34.
Volant hors de portée des mitraillettes ennemies, les passagers étaient perdus dans leurs pensées. Je me disais, quand je vais débarquer, où est-ce que je vais me cacher? Dans quel trou je vais pouvoir plonger? Pendant la descente vers LZ, la zone d'atterrissage, l'équipage guettait la moindre trace de l'ennemi. Une fois arrivés, les Marines devaient s'organiser pour bloquer les troupes ennemies qui fuiraient le débarquement amphibie. Ils connurent une journée de combat acharné, et seule l'arrivée en renfort de la réserve en mer leur permit de poursuivre leur mission du lendemain. De telles opérations étaient souvent un baptême du feu pour les Marines. Tirer et se faire tirer dessus était une expérience qu'ils n'oublieraient jamais. Ce n'est pas le son, c'est l'air. La balle qui fend l'air. Après ça, on entend le crépitement des tirs et on se concentre là-dessus. C'est la ruée vers les endroits où s'aplatir, vers les arbres qui peuvent nous cacher. La première fois, la question c'est « mais d'où elle venait ?» On n'entend jamais la balle qui nous touche. Tandis que les forces de blocage se préparaient à stopper un retrait ennemi, les forces amphibies continuaient leur poussée à l'intérieur des terres. L'opération Lumière d'étoile, la première d'importance pour les Marines au Vietnam, a été une réussite. Et après 3 jours de combat, les forces ennemies étaient décimées. Incapables de résister à la puissance de tir américaine, elles ont été repoussées vers la mer ou tuées. Généralement, la résistance directe était faible, mais les actions piégées étaient nombreuses. Ça prenait du temps de connaître le terrain. On restait toujours sur la piste, on ne la quittait jamais. Ils ne payaient jamais la piste, mais ses abords. Parfait, on voyait des panneaux de l'autre côté, et comme je savais un peu lire le vietnamien parce que j'avais pris des cours, je voyais que c'était un avertissement, un signal pour un piège qui était plutôt placé devant nous. Alors on savait qu'on venait juste d'en passer un, mais c'était pour ceux qui venaient dans l'autre sens. Trouver des fils signifiait que les Marines s'étaient attendus. Cela aboutissait souvent à des petites actions meurtrières si typiques du Vietnam. Lors d'une patrouille que je menais, on est arrivé à la rivière Ben Hai. Avec nous, il y avait un Nord-Vietnamien qui avait changé de camp. Il a vu 2 gros tapis par terre avec des fils qui couraient jusqu'à la rivière. Et il a dit, et je le traduis, il y a de méchantes bombes ici. Leur plan était de faire venir jusque-là le plus grand nombre d'entre nous, puis de faire détonner la bombe pour nous tuer tous. Il a relevé les tapis, coupé les fils. Il y avait 2 bombes de 230 kilos qui étaient tombées sans avoir explosé et qu'ils avaient trafiquées pour nous faire sauter. En général, les pièges n'étaient pas aussi élaborés. Des pieux guisés dans un trou dissimulé, une boîte enterrée dont le couvercle abattable était hérissé de clous pour casser une jambe non protégée. Toutes sortes de mines étaient enterrées près des pistes et sur les routes. Une massue, c'était des pieux de bambou fixés à une boîte lestée. Elle attendait suspendue aux arbres le passage d'une patrouille. Les pièges rencontrés par les forces américaines au Vietnam étaient très variés. Vous trouviez des bombes de 230 kg qui n'avaient pas explosé, équipées de détonateurs à distance, divers mines prises aux Soviétiques et aux Américains, les pète-orteils, des obus trafiqués pour exploser au pied d'un soldat. Et s'il manquait de munitions, les Vietcong créaient des lances rudimentaires en bambou, utilisaient des arbalètes reliées à un fil de détente, des pendules à pointe de bambou qu'ils faisaient tomber des arbres. They might have a pendulum with bamboo spikes that would swing down on a trail. Whatever they had Ils prenaient available tout is ce what they qu'ils avaient. used.
S'ils devaient quitter un village ou une zone, ils y piégeaient auparavant des objets quotidiens pour empêcher les Américains d'inspecter ces 10 villages. So it made it more difficult for American forces to move through and check those villages out. La vigilance et le déminage étaient obligatoires partout à l'intérieur de ces terres. Cette tension incessante et l'impossibilité d'éviter des accidents pesaient beaucoup sur l'esprit des marines. Les victimes que j'ai vues ou que j'ai traitées étaient innombrables. Je travaillais dans un hôpital ou en soins intensifs, 14 heures par jour, et ensuite 12 heures à dormir. Et un jour de congé une fois de temps en temps. Il n'y avait rien à faire à part être en colère contre la situation. Tout le monde était grièvement blessé. La guerre que j'ai vue, c'était un carnage. C'était comme s'occuper d'un accident de voiture, mais sans arrêt. It's like carnage, and it's like you're treating a car accident, or you're treating this, but you're treating it all the time. Face à tout cela, les Marines faisaient ce qu'ils pouvaient pour augmenter leurs chances de survie. Je passais par des phases d'imprudence et d'autres où j'étais complètement paranoïaque. Uncautious, and other times it would be downright paranoid. À cette époque, je ne dormais pas dans le bunker, je dormais derrière. Parce que s'il devait nous envoyer un lance-roquette RPG, il exploserait à l'intérieur et je ne voulais pas être là à ce moment-là. Je dormais donc à l'extérieur du bunker et je gardais mes chaussures. On devenait obsédé, surtout quand on devait bientôt rentrer chez nous. On faisait tout pour maximiser nos chances. Beaucoup de gars avaient cette philosophie que quand c'est ton heure, c'est ton heure. Mais pour ces gars-là, il semblait que c'était souvent leur heure, justement. Une des traditions dont les Marines sont les plus fiers est de ne laisser aucun Marine mort ou blessé derrière eux, et au Vietnam, l'ennemi en a tiré profit. L'armée nord-vietnamienne les laissait étendus là et nous tendait des pièges. Et on essayait toujours de récupérer nos morts et nos blessés. Parfois, ça nous a coûté des vies, mais on sait qu'on ne sera pas abandonné. Victime ou pas, une opération doit continuer. En avançant dans les terres, les Marines rencontraient des villages vietnamiens qui devaient être fouillés et débarrassés de l'ennemi. Les murs des huttes étaient examinés, les tunnels mis à jour. Dans les villages fortifiés le long de la côte, tunnels, tranchées et bunkers étaient fréquents. Les entrées des tunnels après inspection étaient scellées à l'explosif. Les villages avaient presque tous un abri anti-bombe par famille, et parfois aussi un pour les animaux. Il fallait tous les fouiller. On rassemblait tous les civils, on vérifiait leurs papiers, on les interrogeait. Une fois qu'un village avait été inspecté, la suite des événements dépendait en fait de ce qu'était la politique américaine à ce moment-là, de l'année ou de la zone où se trouvait ce village. S'il était dans une zone de tir libre, on évacuait la population civile vers un camp. Les suspects Vietcong étaient confiés à l'armée du Vietnam du Sud pour être questionnés ou détenus selon les cas, et le village était détruit. For questioning or detention, whichever was most appropriate. And the village itself would be destroyed. The idea being l'idée était qu'il fallait éloigner les villageois de la zone d'influence Vietcong. And from the influence of the Viet Cong. Par contre, si on était dans une zone de cessez-le-feu ou à certaines périodes de la guerre, les unités laissaient le village en l'état et continuaient leur opération. À l'approche du soir, les unités de Marines regagnaient leur position défensive pour la longue nuit. Le coucher de soleil sur la côte était d'une beauté trompeuse avant l'obscurité et ses dangers. Me and another guy were
J'étais envoyé sur la ligne pour la nuit avec un autre type. Il était de la police militaire, un bleu comme moi, arrivé au Vietnam depuis peu. Vers minuit ou 2 heures, je l'ai réveillé et je suis allé me rasseoir dans le trou. L'instant d'après, c'était l'apocalypse. Des traces lentes vertes passaient juste au-dessus de sa tête. La compagnie Charlie était devant nous à 150 ou 200 mètres. Des fusées éclairantes partaient tout autour de nous. Je n'avais jamais vu de tir de mortier ou de fusée éclairante. Je ne savais même pas ce que c'était. Et quand elles éclairaient, on voyait les Viets qui montaient vers nous. Ils s'étaient rendus maîtres de la compagnie Charlie. Je pouvais même les entendre. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. On ne peut pas connaître le sens du mot peur tant qu'on n'a pas été dans une telle situation. Au final, on a eu 23 morts, je ne sais combien de blessés. C'était ma première nuit au Vietnam. La puissance de tir des Marines. Les Marines au Vietnam avaient un gros avantage en technologie et en puissance de tir sur leur ennemi. Les petites unités en contact rapproché avaient l'appui des tanks et des avions lorsque ceux-ci étaient disponibles. Les chasseurs de base de Chulé et de Da Nang étaient toujours prêts à décoller ou déjà en l'air, attendant un appel des unités. On les a appelés plusieurs fois. Je les voyais arriver. On s'éloignait d'une ligne d'arbres, ils descendaient vers cette ligne, lâchaient leur napalm et repartaient à fond les gaz. L'appui aérien rapproché était vraiment efficace. C'était surtout des avions des Marines. Et la nuit, beaucoup d'hélicoptères d'assaut, les Snoopies, venaient nous faire un petit spectacle. Les frappes aériennes pouvaient être complétées par l'artillerie. Les contrôleurs aériens avaient avancé et marché avec les unités au sol ou les survolaient dans des avions d'observation. Des mortiers à l'artillerie lourde, ils contrôlaient une redoutable puissance de tir. De plus, il y avait des hélicoptères d'assaut des marines, les avions à hélice pour l'appui rapproché, et les chasseurs les plus modernes à disposition. Tout est là pour aider le troufion au sol, le fantassin des Marines. De par leur mission, débarquer sur des plages hostiles, le Marine doit être autosuffisant. Tout Marines, cuisinier, employé, musicien est un fusilier. Quand les Marines sont accostés au Vietnam, ils ont apporté leur fusil M14, un calibre 7.7, gros et lourd. Il a été reconnu que c'était une arme trop puissante pour la portée de tir habituelle de ces fantassins. En 1967, les forces terrestres avaient reçu un nouveau fusil d'assaut M16, une arme légère, bien mieux adaptée à la chaleur et au relief d'Asie du Sud-Est. La balle était conçue pour culbuter quand elle frappait, ce qui provoquait d'horribles blessures. La balle à culbute était fantastique, c'est une arme très meurtrière quand elle fonctionnait. Il fallait transporter tout un tas d'huile et de nettoyant pour la garder propre, à la moindre saleté elle s'enrayait. Partageant les dures conditions des fantassins, les équipages des tanks conduisaient leurs chars blindés dans ce paysage hostile, collaborant étroitement avec les troufions. Ils se protégeaient mutuellement.
Les chars d'assaut accroissaient la puissance de tir de l'infanterie et l'infanterie attaquait les tanks à trouver leur cible et les protégeait de l'infanterie ennemie qui attaquait parfois avec des grenades ou des charges explosives. Normalement, les tanks ne peuvent pas opérer seuls parce qu'ils sont aveugles. L'infanterie ennemie peut les prendre avec ses lance-roquettes. Donc ils doivent coopérer étroitement avec leur infanterie, qui doit toujours rester à une centaine de mètres pour les protéger. C'est à cause de tous les angles morts dans ce tank. Il y avait un téléphone à l'arrière du tank que les fantassins pouvaient décrocher pour communiquer avec l'équipage à l'intérieur. S'ils avaient vu une cible que le tank n'avait pas vue, comme une mitrailleuse ou quelque chose qui les arrosait lourdement, ils pouvaient le dire au tank par téléphone et lui donner toutes les indications nécessaires pour que le tank mitraille et les en débarrasse. Une fois avertis, les tanks utilisaient leur puissance de tir pour vaincre les ennemis retranchés qui entravaient l'avancée des marines. Les Nord-Vietnamiens apprirent rapidement à éviter cette redoutable alliance. On déplaçait sans arrêt les tanks. Toutes les nuits, j'essayais de les mettre dans un endroit différent. J'avais observé que les Viet Cong planifiaient consciencieusement leur attaque et qu'ils s'abstenaient quand il y avait un tank. C'est pourquoi je les changeais de place chaque nuit. Un pont sous surveillance, un avant-poste. Ça marchait bien, et j'allais partout où le colonel avait besoin de l'appui des tanks. Toutefois, l'ennemi ne mit pas longtemps à contre-attaquer en envoyant des armes anti-tanks au sud. Pour les équipages des tanks, les lance-roquettes RPG semblaient sortir de partout. Au début, ce n'était pas si terrible. À moins de frapper au bon angle, ils ricochaient. Mais le RPG-7 qu'ils utilisaient vers la fin, il ne ricochait pas. Et rien ne pouvait lui résister. Les États-Unis émirent des restrictions sur les tirs, en théorie pour limiter les dommages infligés aux civils du Vietnam du Sud. En conséquence, les forces américaines durent se battre selon des règles qui réduisaient souvent leur champ d'action. Certaines de ces restrictions semblaient rendre la victoire attendue plus difficile. À une époque, on pouvait tirer sur n'importe qui. Puis, ils nous ont enlevé ce droit. C'était des ordres d'en haut. On devait d'abord s'assurer que c'était bien l'ennemi avant d'agir, attendre qu'on nous tire dessus pour pouvoir répondre. Malgré les blindés et la puissance de tir, les Américains en virent bientôt à mener surtout de vastes opérations de recherche à pied. Les sections se déployaient pour fouiller les grottes côtières et la jungle épaisse. Parfois, à cause de cette jungle, les hélicoptères ne pouvaient pas atterrir. Les patrouilles de Marines devaient alors être insérées sur le terrain au moyen de cordes ou d'échelles de cordes. Les Marines restaient toujours sur le qui-vive. Les premiers temps, c'était l'ennemi qui attaquait le premier. Les embuscades étaient fréquentes. On était 9 en tout dans la patrouille. Tout à coup, on a été touché par des chars explosifs. Je me souviens que tout le monde criait. On essayait de riposter. Le premier type que je suis allé voir était mort. J'ai essayé de lui insérer un tube à oxygène dans la gorge, mais il était déjà mort. Le radio, c'était un ami. Je suis allé le voir, il était en vie, mais il avait une jambe sectionnée au niveau du genou, et l'autre plus haut. J'ai essayé de lui mettre un garrot, mais ça n'arrêtait pas de glisser. Les hélicos sont arrivés, nous ont emmenés, et à ce moment-là seulement, je me suis rendu compte que j'étais pas mal arrangé moi aussi.
I remember scrambling to try and get a tourniquet on it, and I couldn't. J'ai été and I couldn't, évacué. it kept slipping. The choppers came, and we got out, and I didn't realize I'd been popped pretty good too, but I didn't even realize it. Then the medevac came out. Like I say, there were 9 of us. Sur les 9, 4 4 ont été tués, tous les autres étaient blessés. I think Et I c'est probably moi got qui off m'en suis le easy. mieux sorti. J'ai eu beaucoup de chance. I was just very, very lucky. Pour aider à supporter ces expériences traumatisantes, les Marines avaient besoin de relâcher la tension de temps en temps. Au Vietnam, les camps étaient souvent très bien pourvus. On y trouvait des magazines de produits américains, parfois des stations de radio ou des stations Mars, d'où les soldats pouvaient appeler chez eux. Je me souviens de la première fois que je suis allé à une station Mars. C'était une bande d'opérateurs radio qui arrangeait ça pour qu'on puisse appeler les États-Unis. J'ai réussi à avoir ma femme. Ça faisait environ 4 ou 5 mois que j'étais au Vietnam quand je l'ai appelée. Le décalage horaire était de 12 ou 14 heures. Il était 2 heures du matin aux États-Unis. J'avais trafiqué les haut-parleurs d'un vieux tourne-disque pour que les gars dans la tente puissent m'entendre parler à ma femme. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle dit, c'est vraiment toi? Outre ces distractions officielles et approuvées, les Marines, comme tous les effectifs américains, savaient aussi tirer profit d'occasions inespérées. J'étais au standard et les préposés au camion avaient commandé 2 palettes de bière. J'ai fait preuve de créativité. Je leur ai emprunté un camion de demi-tonne, je suis allé aux avions, et j'ai dit, je suis venu prendre la bière, et j'ai emporté une palette. Mais ces périodes de repos ne duraient qu'un temps. Il fallait toujours retourner sur le terrain et recommencer la lutte pour trouver et vaincre l'ennemi. Constant effort to find and defeat the enemy. Le programme d'action civile. Outre la difficulté de l'emporter sur l'ennemi, les Marines, comme toutes les forces américaines, se heurtaient à un problème bien plus épineux. Les zones prises pouvaient-elles vraiment être pacifiées? Beaucoup de gens, surtout dans la hiérarchie, n'avaient absolument aucune idée de comment gagner le cœur et l'âme des habitants. Ce qui les intéressait, c'était le décompte des corps. Mais se mettre au niveau des gens, non, sauf chez les Marines. Nos sections, quand elles allaient pacifier les villages, aidaient les villageois. Et petit à petit, on glanait des renseignements. Mais si vous vous contentez de tout faire sauter, les gens ne vont pas vous soutenir. Dans la zone du premier corps des Marines, un programme unique, le programme d'action civile ou CAP, réunissant Marines et Sud-Vietnamiens, protégeait les villages. On allait dans une ville et les enfants avaient besoin de ceci ou de cela. J'ai traité des maux de dents, des blessures, toutes sortes de problèmes. On avait l'impression d'être utile. Par exemple, j'avais 15 marines dans un village qui avaient leur propre enceinte à l'entrée ou à la sortie. Ils protégeaient le village et pourvoyaient à ses besoins. Les habitants en avaient beaucoup, mais on faisait notre possible. Le programme semblait prometteur et certains Marines y plaçaient beaucoup d'espoir. Mais des événements plus importants l'interrompirent. Début 1968, près de la base des Marines à Khe Sanh, la ténacité des Leatherneck fut mise à dure épreuve. Avec à l'offensive du Tet, cela vouait le cap à l'échec.
Devant le rassemblement des troupes nord-vietnamiennes près de Khe Sanh, les unités CAP dispersées furent rappelées. En 67 et au début de 68, le général Giap, en vue de l'offensive du Tet, a voulu entraîner les forces américaines loin des villes et près des frontières du Vietnam du Sud. Le rassemblement des forces nord-vietnamiennes près de Khe Sanh était donc un leurre de Giap pour réaliser cela et préparer l'offensive. Khe Sanh. La base de Khe Sanh datait de l'été 1967. Les Seabees avaient construit une piste d'atterrissage, les Marines avaient creusé des tranchées et bâti des bunkers. Lors des patrouilles dans la région, les affrontements avec l'ennemi étaient rares. Fin 67, des actions de reconnaissance détectèrent un rassemblement nord-vietnamien autour de Khe Sanh. Le général Westmoreland décida d'occuper les avant-postes dans l'espoir d'amener l'ennemi à un combat ouvert où s'exercerait la puissance de tir américaine. Khe Sanh était un avant-poste important. Si l'ennemi l'avait pris, la province de Quang Tri et la DMZ auraient été en péril. En même temps, il avait prévu d'occuper Quang Tri City et U et de repousser nos défenses au sud de la zone démilitarisée. Le plan américain à Khe Sanh était simple. Présenter un appât tentant aux Vietnamiens en postant un régiment de Marines au bout de notre ligne sur la DMZ. Quand les Vietnamiens essaieraient de vaincre ces marines avec le gros de leurs troupes, on les écraserait grâce à notre supériorité aérienne. Les Vietnamiens avaient un plan différent. Selon les historiens, ils voulaient attirer l'attention des Américains vers les frontières et lancer en fait le gros de leurs troupes et le Front national de libération sur les villes pour l'offensive du Tet. L'une des batailles les plus intenses et plus connues de la guerre du Vietnam allait prendre place dans une vallée brumeuse, perdue au milieu des montagnes, exactement comme en 1954, quand le général Giap, à la tête du Viet Minh, avait vaincu les troupes françaises à Dien Bien Phu. Le parallèle était évident pour tout le monde. Le renforcement de la base par Westmoreland avait préparé la scène pour janvier 68. À l'intérieur de la base, de 1,6 km sur 1 km, 6 000 Marines, des Rangers vietnamiens et des troupes d'appui attendaient. Dans la jungle des montagnes, tout près, on pensait que plus de 20 000 soldats nord-vietnamiens se préparaient à attaquer cet avant-poste. Le 19 janvier, une patrouille de reconnaissance des Marines rencontre une sérieuse opposition près de la montagne 881 et doit être secourue par les forces principales. Le matin du 21, vers 5 heures, Khe Sanh est soumis à un intense bombardement ennemi et la position sur la montagne 861 est attaquée également. Le siège de Khe Sanh avait commencé. La base était pilonnée massivement et sans relâche par l'artillerie ennemie. Les canons américains bien enterrés ripostèrent. Malgré le mauvais temps dans la vallée, des bombardiers chasseurs frappèrent les montagnes alentour avec des bombes, du napalm ou des roquettes. Souvent, ils lâchaient leurs munitions à moins de 100 mètres des tranchées des marines. Les canonniers ennemis essayèrent de couper la base de son appui extérieur. Le temps était de leur côté. Les avions, qui réussissaient à passer les tirs antiaériens, se retrouvaient aussitôt la cible de tirs de mortier et d'artillerie à l'atterrissage. Le 29 janvier, les officiers américains prédisaient une offensive majeure contre la base, coïncidant avec le Tet, le nouvel an lunaire. Le président Johnson insista pour que les plus hautes autorités militaires signent un document garantissant que la base ne serait pas envahie.
Alors que les yeux de l'Amérique et de son administration étaient rivés sur Khe Sanh, le coup a porté en fait le 31 janvier sur la ville de Hue, dans les basses-terres. Hue était l'ancienne capitale impériale du Vietnam. Elle a été occupée par une division des troupes nord-vietnamiennes après une très faible résistance. Après un combat long et intense, Hue fut finalement reprise le 24 février par les Marines, qui subirent de lourdes pertes à cette occasion. L'offensive du Tet s'éteignant peu à peu, les Américains tournèrent à nouveau leur attention vers Khe Sanh, dont la garnison avait continué à tirer bon contre l'ennemi. Avec la fin de l'offensive, les attaques terrestres directes contre la base diminuaient petit à petit. Mais les tirs d'artillerie avaient continué et s'étaient même intensifiés certains jours. Toute tentative des Marines pour sortir du périmètre se heurtait à des tirs ennemis. Et leur ravitaillement ne pouvait se faire que par parachutage et par descente des palettes depuis les avions. Des B-52 des forces aériennes pilonnaient la jungle environnante. J'étais au nord voir les B-52 apporter les allumes-arcs, comme on les appelait. La nuit, c'était fantastique. Quand ils lâchaient leurs charges qui illuminaient la nuit, c'est de là qu'ont leur surnom allume-arc. Entre les raids, d'autres avions prenaient la relève. L'avion Puff, comme on l'appelait, avec ses mini-mitrailleuses, c'était un spectacle de le voir au travail la nuit. Tous les 5 coups, il lançait une traçante, et on aurait vraiment dit que la lave en fusion tombait du ciel. C'était quelque chose, ce bruit. En moyenne, 300 frappes aériennes lâchaient 5000 bombes par jour autour de Khe Sanh. Au bout des 77 jours de siège, Khe Sanh avait reçu plus de tonnes de bombes que tout le Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rien ne semblait pouvoir survivre à ce bombardement. Les sources nord-vietnamiennes, journaux et radios compris, prédisaient toujours la chute de Khe Sanh et la comparaient à Dien Bien Phu. Les médias américains se focalisaient aussi sur le drame qui se jouait dans les montagnes. L'inquiétude pour les Marines croissait aux États-Unis. La bataille de Khe Sanh a été traumatisante pour le peuple américain. Mais moi, je n'ai jamais eu de réelles inquiétudes. J'ai mal dormi certaines nuits, mais j'étais sûr qu'on gagnerait cette bataille parce qu'on avait les moyens. La base bénéficiait d'un appui aérien jour et nuit, et le ravitaillement par les avions des forces aériennes fonctionnait bien. En théorie, la situation à Khe Sanh n'a jamais été celle des Français à Bien Bien Phu. Les Marines n'ont jamais été complètement coupés de l'aide extérieure. De plus, contrairement aux Français, les Marines avaient l'aide d'autres bases peu éloignées. La garnison elle-même possédait de nombreuses armes lourdes. Et avec ces armes lourdes, elle arrosait les ennemis tandis que la puissance aérienne les bombardait sans pitié. À la base, la vie des Marines s'installa dans une sorte de routine de guerre. Nettoyage des armes, récréation, courrier, repas.
Mais durant le siège, ces activités se faisaient sous terre. Au-dessus d'eux, les chasseurs passaient en sifflant et les roquettes et les obus du Nord continuaient à frapper la base. Vers la fin mars, l'ennemi relâcha considérablement la pression et le 7 avril, une opération conjointe de 30 000 hommes, menée par la première division de cavalerie aérienne, ouvrit la route de la base assiégée. Ils ne rencontrèrent qu'une opposition de pure forme. La bataille de Quezon a été l'une des rares pour laquelle les deux côtés se sont proclamés vainqueurs, et de façon justifiée. D'un côté, le général Giap a réussi à maintenir les Américains loin des villes pour son offensive du Tet. De l'autre, le général Westmoreland peut dire qu'il a forcé les Vietnamiens à livrer bataille dans la zone de Quezon et à leur infliger de lourdes pertes, réduisant ainsi le nombre de soldats disponibles pour cette offensive du Tet. Thereby reducing the numbers of people that are available to General Giap for the Tet Offensive. Ainsi, une fois n'est pas coutume, les deux camps criaient victoire, et ils avaient raison tous les deux. Le 23 mai 68, le 26e régiment des Marines fut cité par le président Johnson pour la défense de Quezon. Certains ont demandé ce que la bravoure de ces Marines et de ces aviateurs avait accompli. Pourquoi payer le prix fort pour défendre ces montagnes? La forteresse de Quezon dominait une importante route que les Nord-Vietnamiens utilisaient pour le ravitaillement et pour l'infiltration. La route 9 était une voie majeure vers des zones peuplées et des villes du Vietnam du Sud. En décimant deux divisions nord-vietnamiennes, nos quelques milliers de marines et leurs courageux alliés sud-vietnamiens les ont empêchés de participer aux batailles de Hue et de Quang Tri. Prevented those divisions from entering other major battles, such as those for Hue and Quang Tri. Je suis convaincu que ces hommes ont fait à Quezon a grandement renforcé notre initiative de pourparlers avec le Vietnam du Nord. Quand la bataille de Quezon a été finie et le siège levé, le commandement américain avait un décompte officiel de 1600 morts chez les Nord-Vietnamiens. On estimait que 15 000 autres avaient été tués, mais évidemment les corps n'avaient pas été retrouvés. Ce qui est sûr, c'est que 1200 marines étaient morts en défendant la base, qui a été abandonnée peu après. La question reste, en valait-elle la peine? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé autour de Quezon? À ce jour, personne n'en est sûr. Après. Durant les 2 années qui suivirent, les Marines furent retirés progressivement du combat puis du pays. Ils rendirent les régions et les bases si âprement défendues aux Sud-Vietnamiens en vue du processus de vietnamisation. Nixon a enclenché le processus de vietnamisation et a commencé à rappeler les troupes américaines hors du Vietnam. Mon unité est au Vietnam depuis le début, depuis 1965. Alors on était parmi les premiers à partir. Ceux qui étaient là depuis moins de 6 mois ou ceux qui se portaient volontaires sont restés. Dès qu'on avait été affecté à une unité, on nous informait que la consigne était d'éviter les pertes au maximum. Je crois que c'est pour ça qu'ils ont commencé à retirer les troupes. Pour les Marines qui ont combattu au Vietnam, la guerre a eu un impact indéniable sur leur vie. C'est dur d'être officier, de prendre des décisions qui vont coûter des vies. On n'a pas le choix. C'est dur de vivre après ça. Je n'ai pas aimé l'issue de la guerre du Vietnam. Après quoi, presque 25 ans, ça ne me réjouit pas d'y penser. Et ça ne me réjouit pas de me dire que j'ai servi dans une guerre qu'on ne nous a jamais laissé gagner.
look back and say, I served in a war that we never were allowed to win. That hurts when you lose people. Ça fait mal de perdre des hommes. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est de perdre des hommes quand on sait que si on vous avait laissé faire, ils ne seraient peut-être pas morts. That if someone had allowed you to do what you could do, you might not have lost them. Hurts even more. When I got out, Quand je suis rentré, j'ai fait des études et c'était très dur de parler aux gens. people had no Les gens n'avaient aucune idée de ce que j'avais vécu, de ce qui se passait. where I'd been. Alors, je n'en parlais à personne et j'en ai parlé à personne pendant des années. Didn't talk to anybody about it for years. I was admitted to J'avais été junior admis à une college, université, donc je devais which partir meant 2 mois that, plus tôt. I needed to get out 2 months early. Mais malheureusement, And mon unfortunately, commandant my manquait de commanding soldats et general ne laissait was personne short of rentrer. troops and wasn't letting anybody go. Au So point que j'avais demandé à mon it came député de down lui to écrire getting pour my qu'il me laisse congressman partir. to write him a letter and demand that he turn me loose. And I'd pretty much given up on it. J'avais un peu renoncé quand un matin I un was type going est out venu on me dire patrol one morning. « Fais tes And the guy bagages, came up tu to pars me ce and matin, tu quittes le Pack your Vietnam. bags, you're leaving in the morning. You're out of Et here. 48 heures plus tard, And j'étais from sur le that campus de time, l'université. I think it was 48 hours, and I was on a college campus. And it was just, Bah, you je know, n'ai jamais eu le no temps, je n'avais pas eu le decompression temps de whatsoever. décompresser. Vietnam's something I'll never forget. Will live with me Je n'oublierai jamais le the rest of my Vietnam, ça life. restera avec moi I jusqu'à think ma about it mort. every day. J'y pense tous les jours. Il ne se passe Not pas a une day go journée by, I sans que don't quelque chose m'y fasse Think penser. about it. Something will come about. Could be the way the wind's blowing, La manière dont the le way vent the rain's souffle, falling, la pluie tombe ou bien une odeur, some smells. ça fait surgir le just- Vietnam dans ma tête. It'll pop right in my head. I've come to accept J'ai fini par accepter ce que cette guerre était et quel était mon rôle accepted dans cette my guerre. role there. It's Pour not moi, important l'important anymore n'est plus de to croire believe qu'il y avait une bonne raison pour tout ça, pour tous there ces had to morts. be a good reason for what happened. Had to be a good reason for all the people that died. And it's like Et a ça m'a enlevé un motivation. poids des épaules. One thing that, Une was expérience a really vraiment positive positive que j'en experience retire, about Vietnam c'est celle de la was camaraderie, the que camaraderie je n'ai jamais plus rencontrée depuis. that I haven't experienced anytime since. Il y a un vieux dicton. Marine un jour, marine toujours.